Il a été un député invalidé par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser les enjeux de l'heure en République démocratique du Congo. Lui, c'est Michel Omba. Bienvenue. Voilà, avec lui, on va analyser la question de l'heure qui demeure, euh, toutes des questions d'actualité, révision constitutionnelle, les émigrants. Il sera avec nous pour en débattre. Monsieur Michel Omba, bienvenue. En fait, rebonjour. Bonjour, Monsieur David Kilolo. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Alors, déjà réhabilité? Bon, pas encore. Pas encore. Nous avons, comme la fois passée, quand je suis passé dans votre émission, j'ai indiqué que les députés qui ont été invalidés pour cause d'erreurs matérielles, pour cause d'état de droit, ont été devant l'Union interparlementaire. Nous avons obtenu gain de cause au niveau international. Le secrétaire général de l'Union interparlementaire, sur base de cette décision, est venu à Kinshasa. Et nous avons ensemble rencontré, avant l'élection du président Bosch, le deuxième vice-président Chilumbai. Nous avons ensemble échangé sur cette question. Et le président qui faisait intérim du bureau de l'Assemblée à l'époque avait donné des assurances comme quoi il devait, avec Madame le Premier ministre, voir dans quelle mesure maintenant intégrer cette nouvelle donne à pouvoir réhabiliter les députés qui ont été invalidés pour cause d'état de droit et dont les droits parlementaires ont été violés. Nous avons attendu sur ce point-là. Jusqu'alors, l'Assemblée n'a pas encore avancé. Nous avons saisi également la Cour constitutionnelle pour rappeler nos requêtes en inconstitutionnalité et en interprétation de ses propres arrêts pour que la Cour constitutionnelle puisse essayer de revoir ses propres arrêts parce que maintenant le principe est clair, la Cour peut revenir sur ses propres arrêts en interprétation ou en correction d'erreurs matérielles. Donc à ce niveau, nous attendons que la Cour constitutionnelle puisse nous répondre parce que nous avons considéré que l'invalidation pour cause d'état de droit n'existe pas en droit électoral congolais, même en droit administratif, parce que la loi électorale elle-même, l'article 74 quinquies, parle des règles de transcription des chiffres et des règles de transcription des noms, qui ne peut pas, dont la décision ne peut pas entamer le dispositif qui a été pris par la Cour constitutionnelle, qui constatait justement que nous avons gagné les élections. Voilà, vous avez gagné les élections, alors vous ne voyez pas qu'avec ça, ça demande ou ça donne raison à ceux qui, aujourd'hui, insistent à ce qu'il y ait révision constitutionnelle. Ben, effectivement, la question de la révision constitutionnelle est une question qui n'est pas un secret de polichinelle. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement par rapport à nos cas, mais la question des élections, des scrutins, l'organisation, n'est-ce pas, du pouvoir, ce sont des questions importantes pour lesquelles il faut absolument revenir là-dessus, parce que nous avons vu depuis des décennies, cette question d'organisation des élections pose problème parce que la Constitution réserve quand même quelques ambiguïtés. Et donc, sur base de ces ambiguïtés, il n'y a pas que les questions électorales, il y a aussi les questions des régimes politiques, les questions de la forme de l'État, des questions de souveraineté, des questions de la cession des territoires nationaux. Il y a beaucoup de questions qui militent en faveur des tenants de la révision constitutionnelle. Et pour moi, il est donc normal que nous puissions en parler, et non seulement en parler, que nous puissions aller dans ce sens-là de la révision constitutionnelle pour permettre à ce que nous puissions remettre effectivement notre pays dans le principe de l'état de droit. Alors il y a ceux, maintenant c'est encore divisé, il y a ceux qui veulent, qui sont même en trois tendances, ceux qui veulent la révision constitutionnelle, le changement constitutionnel, et d'autres qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution maintenant. Très bien. Je commence par la dernière tendance. Ouais. La dernière tendance n'a pas raison, parce que la Constitution elle-même a prévu qu'on puisse la réviser. Donc quand vous regardez, vous lisez l'article 218 de la Constitution, on vous donne même les institutions qui sont habilitées à pouvoir initier la révision de la Constitution. Donc l'initiative de la Constitution, l'article 218,
appartient au président de la République, au gouvernement, à l'Assemblée nationale ou au Parlement et à une frange de la population, 100 000 personnes. Donc, n'est pas touché à la Constitution, n'est pas constitutionnel, c'est anticonstitutionnel cette position-là. Mais maintenant, revenons sur les deux positions. La révision ou les changements. Je crois qu'il y a ici une confusion parce que vous savez, beaucoup de gens, même ceux qui n'ont pas fait les droits, hein, tout le monde veut se faire constitutionnaliste, prétend être constitutionnaliste. Mais ici, les gens ne comprennent pas les principes de base de cette Constitution. La révision constitutionnelle est un principe de base. Dans la révision constitutionnelle, il y a deux possibilités, deux cas. Quand on parle de la révision constitutionnelle, il y a révision, changement, révision, modification. Donc la révision, c'est le principe de base. La révision peut aboutir à la modification de la Constitution. Quand on parle de la modification de la Constitution, c'est un changement partiel. De la Constitution. De la Constitution. C'est-à-dire que ce n'est pas un changement total. Et la révision, changement, c'est vraiment le remplacement de la Constitution par une nouvelle Constitution. Donc tout ça, c'est révision. Tout ça, c'est révision. Donc révision. C'est la confusion que les gens font. Ils pensent que la révision constitutionnelle, c'est seulement la modification. Non. La révision constitutionnelle, c'est un chapitre. C'est ce qui, en fait, conduit soit à la modification. La modification, c'est le changement partiel. D'une partie. Donc, quelques dispositions constitutionnelles peuvent être touchées. Et la révision, changement, qui conduit au remplacement de la Constitution. Et quand vous prenez maintenant les tenants, n'est-ce pas, de la modification, et ils s'en tiennent à la modification parce qu'il y a l'article 220, qu'ils appellent l'article verrouillé. Qui ne peut pas toucher. Voilà, qui permet à ce qu'on puisse modifier la Constitution partiellement, c'est ça, la révision, modification, et que certaines dispositions ne peuvent pas être touchées, liées par exemple au mandat du chef de l'État, la forme républicaine, la forme républicaine, le régime, toutes des choses comme ça. Donc c'est ça l'article 220. Et ils disent que sur base de cet article, on ne peut pas avoir la révision changement. Il n'y a que la révision modification. Alors, nous, pour ceux qui sont de la révision changement, ils disent, mais écoutez, la révision modification, c'est quand on veut se limiter à cette constitution ici, lorsqu'on pense les articles verrouillés ne posent pas problème. Or, pour nous, les articles qui sont dits verrouillés posent problème. Posent problème dans la mesure où certaines dispositions qui sont bloquées, verrouillées par cette constitution, ne permettent pas à ce que nous puissions avoir une bonne gestion de l'État. Lorsqu'on parle de l'élection du président de la République, je prends par exemple l'élection du président de la République au suffrage universel. Aux États-Unis, ce sont les députés. Donc, vous gagnez la majorité par l'élection des représentants au niveau national, dans chaque territoire. Et quand vous avez la majorité des députés, vous êtes à coup sûr le parti, c'est ce parti-là qui va sortir le président de la République. Et donc, c'est une autre façon de faire. Donc, nous pouvons accepter également que nous puissions avoir un président qui viendrait de la majorité parlementaire issue des députés qui sont issus au suffrage direct par la population. Donc, c'est une autre façon de faire. Et cette question-là est primordiale. Parce qu'aujourd'hui, avec les 1 tour, nous avons un président de la République qui peut être élu même à 30%. Il est élu. Il est élu. Il ne représente pas la majorité de la population, mais il est élu. Mais vous l'avez là-bas. Alors que, en réalité, le président de la République doit représenter, n'est-ce pas, la majorité du suffrage qui est exprimé. Il y a tant d'autres questions. Donc, pour nous, nous pensons que les changements de la Constitution, pour l'heure, s'imposent. Une autre question, c'est la question de paix. Aujourd'hui, nous avons la question des nationalités. Nous avons la question des limites territoriales. Avec l'article 217, aujourd'hui, nous avons des craintes comme quoi quelqu'un peut se donner le luxe
de pouvoir céder une partie du territoire, même quelques centimètres. Est-ce que 217, ça dit ça? Vous êtes praticien du droit. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Les gens veulent politiser cet article 217. Moi, je n'entre pas dans la politique. Je ne viens pas ici faire la politique. Je suis en train de donner mon point de vue en tant que scientifique d'abord. Parce que je suis chercheur en droit. Et aussi praticien. Un praticien en tant qu'avocat. Mais je vais vous dire que ce n'est pas de la politique. L'article 217 vous dit exactement, plus ou moins, disons plus ou moins ceci, ce que, au nom, n'est-ce pas, lorsque l'État congolais, la République, est amené à conclure de traités sur le plan international, en principe, les principes du droit international voudraient que lorsque vous avez conclu un traité, vous avez cédé une partie de votre souveraineté. Déjà sur le plan des principes. Virtuellement, vous avez cédé une partie de votre souveraineté, parce que vous aurez même des accords de siège avec, n'est-ce pas, l'organisation qui est créée. Eh bien, cet article dit aussi que, ça signifie aussi que, sur base de ces traités, vous pouvez être amené, n'est-ce pas, à accepter que sur votre territoire, que le pouvoir, le nouveau pouvoir organisateur, n'est-ce pas, d'une nouvelle organisation qui vient de naître, puisse avoir des compétences sur votre territoire. Dès lors qu'ils ont des compétences sur votre territoire, ils peuvent édicter des lois, des décisions sur votre territoire, vous avez perdu votre souveraineté. Donc, cela est clair pour dire que nous pouvons être amenés à céder une partie et c'est pour ça d'ailleurs que les Rwandais sont en train de nous poursuivre. Ça, vous vous rappelez de l'accord dit de l'Émirat, pour lequel les Rwandais continuent à réclamer parce qu'ils ont... La Constitution même dit légalement, donc les conventions légalement formées ont une supériorité sur nos lois. Mais oui, mais les accords internationaux... Dès lors que vous acceptez de vous lier, de faire des accords, c'est automatique, vous perdez une partie de votre souveraineté. Mais c'est cela que j'ai dit. Les accords internationaux ont une priorité ou une primauté sur les textes internes. Et les accords internationaux font corps avec la Constitution. Donc, de ce point de vue, quand vous lisez l'article 217, vous liez avec ce principe du préambule de la Constitution. Donc, nous sommes bel et bien dans le cas de figure de la cession d'une partie de souveraineté qui peut aussi, n'est-ce pas, impliquer la cession d'une partie du territoire national, ce qui ne serait pas contraire à la Constitution. Alors maintenant, vous plaidez pour révision-changement ou révision-modification? Moi, je suis pour la révision-changement. Donc, et là, on sera obligé de passer à la 4e République. Oui, mais ce n'est pas interdit. Parce que moi, je vous dis ceci. La question que la réflexion que je me fais, mais pourquoi on refuserait qu'on puisse réfléchir là-dessus maintenant? Mais non, parce que il y a une poche d'insécurité dans l'Est de la RDC. Il y a des partis. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut passer à la 4e République, vous êtes praticien du droit, il y a des mécanismes, il y a des préalables. Vous allez organiser les référendums comment? Oui, mais les référendums, la Constitution est claire là-dessus. Le référendum est convoqué par le président de la République. Il n'y a pas de magie à ça. Oui, comment il va convoquer alors qu'il y a... Il y a deux possibilités. Soit on soumet la question à la population qui décide du référendum, soit le président de la République convoque, n'est-ce pas, décide du référendum et on va faire une loi référendaire qui est comme sous forme d'une loi électorale qui va nous amener au référendum. Ça, c'est pas, il y a de magie pour ça. Parce que ici, la question que je me pose... Mais il y a l'insécurité, n'oubliez pas. Hein. Il y a l'Est, il y a Nord et Sud Kivu qui sont occupés. Vous n'allez pas organiser les référendums, quoi que ce soit, sans eux. Non, mais c'est justement pour ça que nous militons pour le changement de la Constitution. Il faut comprendre que... Les changements, attendez, sans eux... Non, non, je ne dis pas que ça... J'en arrive. Allez-y. Je dis que c'est justement, entre autres des questions qui nous amènent au changement de la Constitution, c'est ces questions-là de l'insécurité de l'Est, parce qu'il y a des revendications à l'Est. Ces revendications à l'Est, là, il faut qu'on les regarde. Qu'on voit ici, ça rentre dans le cadre de... Cette Constitution ne permet pas à ce que l'Est soit occupé par les rebelles. Cette Constitution ne permet pas à ce que l'Est soit, n'est-ce pas, un territoire à part, non contrôlé par les gouvernements. C'est anticonstitutionnel. Et donc, pour nous, nous pensons qu'il faut passer par
les référendums, bien sûr, tout le monde doit faire partie de ces référendums-là. Tout ça, c'est aussi la volonté du chef de l'État. Donc, il faudra qu'on dise les choses clairement et de la belle des manières. Il ne faut pas croire que nous pouvons aller au référendum constitutionnel avec seulement une seule partie du territoire. Nous irons avec tous les autres. Les référendums concernent les Congolais, tous les Congolais, ceux de l'Est y compris. Maintenant, la question de savoir si ceux qui sont aujourd'hui les rebelles vont-ils participer ou pas, ça c'est une autre question que nous allons poser à la justice. La justice congolaise répondra à cette question-là. Mais l'idéal est que nous puissions aller, n'est-ce pas, au référendum avec tous les Congolais. Et il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les principes. Oui ou non sommes-nous d'accord sur les changements de la Constitution? Oui, nous sommes d'accord. Que ce soit ceux qui sont de la partie gouvernementale, nous tous, nous disons qu'il faut changement de la Constitution. Ceux qui sont dans la partie Est, bien qu'ils disent en sourdine, en disant, voilà, bon, nous on ne veut pas de changement de la Constitution, mais comment ils vont arriver ici? Parce que ce qu'ils font là-bas, c'est inconstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. Donc, il n'y a que deux options. Soit nous faisons la pleine guerre, nous les chassons, ils quittent le pays, soit ils acceptent de rentrer dans l'ordre constitutionnel. Et il n'y a que les deux possibilités. Donc, ils ne peuvent pas refuser les changements de la Constitution, sinon, nous serons obligés de rentrer dans la pleine guerre. Et dans le changement de la Constitution, avant le changement de la Constitution, c'est pourquoi vous voyez que tout le monde, le président de la République a souhaité qu'il y ait le dialogue, mais organisé au Congo, ça dépendra, ça peut s'organiser n'importe où, mais c'est vraiment la volonté du chef de l'État. Donc, les dialogues, au dialogue, nous allons mettre en place toutes les questions. Vous vous rappelez que la Constitution de 2006, elle est issue de Sun City. C'est parti d'un dialogue. Il y a eu des guerres. Pour terminer la guerre, il fallait le dialogue. Après le dialogue, il y a une Constitution. Donc, les changements de la Constitution s'imposent. Maintenant, comment le faire? C'est comme ça que moi je dis, nous devons partir du référendum, parce que l'article 5, que tout le monde évite, hein, l'article 5 de la même Constitution, donne droit, n'est-ce pas, permet à ce que nous puissions passer par le référendum pour changer la Constitution. Oui, pour changer la Constitution telle que vous l'avez si bien dit, mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Vous ne voyez pas que c'est la situation dans l'Est qui bloquerait? Que les choses aillent vite, hein, que les choses, parce qu'on a vu le chef de l'État depuis 2025, il voulait assez qu'il y ait révision au changement de la Constitution, ça n'a pas été fait avec la situation de l'Est. Et aujourd'hui, il continue. Nous sommes au mois d'avril, ce qui fait que les choses s'enlisent. Moi, je ne pense pas que c'est l'Est qui bloque, parce que, et je ne dis pas que le chef de l'État a déjà voulu le changement de la Constitution. Les acteurs sont là. Il a annoncé la volonté de toucher à la Constitution. Mais nous conseillons qu'au lieu de faire une révision, modification, qu'on aille carrément à fond sur les changements de toute la Constitution. Et ça ne bloque pas, parce que l'initiative, la Constitution dit l'initiative est du chef de l'État, du gouvernement. Donc il n'y a pas encore d'initiative. Nous attendons, parce que nous pouvons, à part la frange de la 100 000 personnes qui peuvent le faire, mais l'initiative principalement vient du chef de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Donc, à l'heure où nous sommes, il n'y a pas encore d'initiative claire. Nous avons entendu des gesticulations au niveau de l'Assemblée. Si tel projet arrive au niveau de l'Assemblée, moi je dirais, en tout cas, c'est un projet qui sera le bienvenu. Maintenant, la peur. Maintenant, est-ce que la guerre à l'Est bloque, n'est-ce pas, cette initiative ou cette intention de pouvoir aller vers l'initiative de changement de la Constitution? Je ne pense pas. Parce que au jour d'aujourd'hui, si hier, les rebelles pensaient qu'il ne fallait pas aller au changement de la Constitution, je crois qu'aujourd'hui, ils ont compris. Ils ont compris. Parce que même eux, là, ils parlent beaucoup plus de l'État fédéral. Mais comment on va y arriver? Comment vous allez y arriver? Comment on va arriver au changement de la Constitution? Parce que l'autre... Mais tout ça, c'est politisé. Nous sommes dans la tout ça, c'est politisé. La peur, c'est au niveau du mandat. C'est ça la peur. C'est qu'il se dit, si on fait les tabula rasa, et le chef de l'État aura un 4e mandat, et les choses vont à l'avantage J'ai des réponses. du chef d'État. J'ai des réponses à vous donner. La première réponse, c'est que l'ancien président Joseph Kabila
de 2001 à 2006, je sais pas, 2006, il était au pouvoir. Mais quand on a adopté la Constitution 2006, on a oublié les mandats qu'il a fait, les temps qu'il a fait au pouvoir. Il a commencé de nouveaux mandats en 2006. Mais oui, bon, attends. Comment il est arrivé au pouvoir? Il n'était pas arrivé au pouvoir par les urnes. Mais écoutez, c'était pas par les urnes. Mais c'est un mode d'accession au pouvoir. Oui, mais c'est un mode d'accession illégal. Au pouvoir. Illégal. Oui. Donc son père est arrivé par coup d'État. Lui, il a remplacé son père. Mais les mandats qui est passé, on pouvait bien compter ces mandats-là lorsque nous avons adopté la Constitution. On pouvait compter les temps qu'il a passé au pouvoir avant de commencer. Vous voulez que ce soit aussi appliqué pour mais oui. le nouveau président? Mais pourquoi pas? Toutes choses restant égales par ailleurs. Pourquoi on doit avoir deux poids, deux mesures? Deuxième réponse que je vous donne. Mais si ce n'est pas le président Tshisekedi qui parle, parce que l'initiative part du président, si ce n'est pas le président Tshisekedi, admettons qu'en 2028, le président Tshisekedi n'est pas là. Nous votons un nouveau président. C'est lui qui va entrer. Parce que la question du changement de la Constitution est une question vitale. Parce que la Constitution ici de 2006, vous savez dans quelle condition ça a été adopté. Il y a eu aussi même des pressions, des interventions des Belges, des communautés internationales et consorts. Lui, Michel était ici, vous le savez. André Flao et consorts. Et donc, vous n'allez pas nous demander, nous, de garder une telle constitution jusqu'à l'éternité. Nous ne sommes pas, nous, permis de réfléchir sine die pour les générations futures. Même après nous, les générations qui viendront, ils ont droit à pouvoir toucher à cette constitution. Alors, mettons-nous à vue comme si nous avons un nouveau président. Le nouveau président qui entrera et qui va vouloir changer la constitution, ça sera un autre mandat. Donc, n'importe quel président qui prendra cette initiative aura le même problème aujourd'hui que le président Tshisekedi. Qu'il le fasse au premier mandat, à son deuxième mandat, il y aura toujours les principes de la non-rétroactivité des actes. Donc ici, le principe, c'est quoi? C'est un principe universel. Tous les juristes ils savent, lorsque nous changeons un acte, la nouvelle loi qui est adoptée ne rétroagit pas par rapport aux actes antérieurs. C'est le principe qui poursuit le changement et la révision de la Constitution. Donc, si aujourd'hui on change la Constitution, eh bien, tout tombe, le président aura deux mandats, et deux mandats suffiront pour que quelqu'un d'autre arrive. Mais parce que même si vous le refusez à lui, c'est lui qui prendra en 2028, rentrera dans ce jeu de changement de la Constitution, et il aura trois mandats. Alors pourquoi vous le refusez, lui, de prendre les deux mandats ici, vous donnez trois mandats à celui qui viendra? Quelle est la logique? Quel est le principe qui milite à cela? Sinon, si ce n'est pas la haine, ou si ce n'est pas la jalousie. Donc, évitons de subjectiviser les débats. Gardons en tête qu'il y a une nécessité d'organisation de notre État sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan du développement, et qui veut que nous puissions avoir notre constitution sur le modèle congolais qui sera fondé sur les valeurs culturelles congolaises selon lesquelles les valeurs coutumières d'ailleurs qui nous permettent à ce que nous puissions avoir un chef qui a le temps de diriger, d'imprimer ses idées et, n'est-ce pas, d'imprimer également le développement, d'impulser le développement du pays. Donc ici, ce n'est pas une question personnelle, individuelle du chef de l'État actuel. Il n'est pas éternel. Il pourra changer si ce n'est pas qu'il termine les mandats, mais aussi la vie aussi. Nous tous ne sommes pas éternels. Voilà. Alors pour terminer, on va terminer par cette question. La question des immigrants qui fait jaser. Oui. C'est une question qui n'est pas passée au Parlement. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas que le Parlement est devenu l'antichambre du président? Non, ça c'est... Il ne faut pas réfléchir comme... enfin, je m'excuse, comme les Congolais lambda. Non, c'est une question. Le problème, c'est quoi? C'est une question. Quand les gens entendent, ils apprennent ce qui se fait au niveau gouvernemental, ils pensent qu'il y a tout est dans l'illégalité. Non, le président de la République impulse, c'est lui qui a l'initiation ou l'initiative de conclusion des contrats, des traités internationaux. Vous voyez, bilatéral ou multilatéraux. Alors, mais quand il finit, quand tout est fait, la question reviendra au Parlement pour qu'il puisse, n'est-ce pas, ratifier, n'est-ce pas, les accords internationaux. Donc là, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, que ce soit
la question des immigrants, que ce soit même l'accord avec Washington, ça va passer par le Parlement. On n'est pas encore à ce niveau. On est en train d'arranger les choses. Mais les immigrants sont déjà ici. Non, non. Les migrants, ils sont ici. Non, moi, je n'ai pas vu l'arrivée des... Moi, je n'ai pas vu l'arrivée des migrants. Je ne les ai pas vus. Et bon, mais moi, je me pose la question. Quand le Rwanda avait signé l'accord avec la Grande-Bretagne pour recevoir les migrants qui venaient de... Ils ne sont pas un modèle pour les RDC. Non, non, j'ai dit quand les Rwandais avaient... Nous tous, nous étions contre, non? Ah, voilà, les Rwandais vont prendre les immigrants, ceux qui ont un accord avec la Grande-Bretagne, c'est contre nous. Donc, ils préparent les mercenaires contre nous. Maintenant, quand nous-mêmes, nous signons pour recevoir les migrants chez nous, tout le monde dit maintenant, oh, voilà, les chefs de l'État. Mais écoutez, les migrants, ils ne viennent pas pour être congolais. C'est pas définitif, c'est pas qu'ils viennent... nous sommes comme un territoire tampon de transit. Lorsque les conditions seront réunies, ils vont rentrer chez eux. Et la plupart de ces migrants sont des demandeurs d'asile. Ce ne sont pas des migrants, ce sont des demandeurs d'asile. Sinon, ils devraient être rapatriés dans leur pays d'origine. On va y revenir avec force détail, le temps qu'on voit l'évolution de l'actualité. FNSD se porte bien? Oui, FNSD se porte bien, l'AND également et ACRDC. Voilà, et tout le monde se porte bien. Oui. Parce que FNSD, on le sent comme s'il a disparu sur la scène politique. Depuis que vous êtes au Manjoar, vous ne faites plus sentir. Non, on n'a pas disparu sur la scène politique. Nous sommes là, nous travaillons. Et d'ailleurs, nous venions de faire beaucoup d'émissions. Il y a eu même des sorties, des matinées politiques. Donc nous sommes là et nous sommes dans l'Union sacrée, nous sommes en train de soutenir les chefs d'État. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes passés à votre émission pour dire que nous sommes là, sauf que nous étions, comme vous le savez, un peu déçus parce que nos députés qui étaient au Parlement, qui ont été validés, ont été défenestrés pour cause d'erreur, pour cause d'état de droit. Voilà. Merci beaucoup, Michel Omba. Vous savez qu'avec vous, la matière ne finit toujours pas. Merci. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.